Désormais, les foules d'amis et membres de famille qui accompagnent un proche à l'aéroport de Lomé ne sont plus autorisés. L'aéroport international Gnassingbé Eyadema a changé les donnes. En effet, de nouvelles mesures sont introduites pour désencombrer le hall d'enregistrement. Chaque passager en partance de l'aéroport de Lomé ne pourra être accompagné que par un maximum de 2 personnes dans le hall d'enregistrement. Selon le colonel Dimini Alahar, directeur général de la SALT, cette nouvelle mesure est prise dans le souci d'atténuer les risques de sécurité, de sûreté et d'éviter les encombrements du hall d'enregistrement. Cela permettra de viser également une meilleure fluidité dans le processus d'enregistrement et une aisance dans le déplacement des personnes dans le hall de l'aéroport. Rappelons que selon la mesure, chaque accompagnateur d'un voyageur doit présenter une pièce d'identité valide avant d'être accepté dans le hall. Par ailleurs, l'aéroport international de Lomé, principale plateforme aéroportuaire du pays, a enregistré en 2023 plus d'1 million de voyageurs. Statut d'une personne n'ayant pas de nationalité ou d'une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation, l'apatridie continue d'être un défi humanitaire majeur touchant environ 12 millions de personnes dans le monde et toujours récurrent au Togo. Cette situation résulte d'une multitude de facteurs allant de la discrimination ethnique à des lacunes dans les lois sur la nationalité en passant par l'absence d'enregistrement des naissances et les déplacements forcés. Diverses catégories de personnes se retrouvent piégées dans cet état d'existence administrative flou. Les enfants nés d'une mère togolaise, décédés sans certificat de nationalité togolaise, et étant de pères inconnus, n'ont pas encore la possibilité d'obtenir le certificat d'origine de cette dernière. Nous avons aussi les enfants de rue qui ignorent leur origine, leur lien de parenté et leur lieu de naissance. Les enfants retrouvés après l'âge de 5 ans de parents inconnus. Et les réfugiés de longue durée, parmi lesquels nous avons les individus sans documents, les individus qui n'ont jamais été enregistrés à l'état civil et des enfants issus des réfugiés décédés sans certificat de nationalité. Pour ces individus, l'apatridie se traduit par un quotidien marqué par l'exclusion, l'accès à l'éducation, aux soins de santé et même à la liberté de mouvement leur est souvent refusé. Les défis spécifiques auxquels sont confrontés les enfants apatrides au Togo est énorme et c'est risqué. C'est risqué pour un enfant ou une toute personne apatride. Si elle se retrouve dans une situation où elle n'est pas en mesure de prouver sa nationalité, en termes de l'éducation ou de droits fondamentaux, c'est encore plus compliqué puisque il y a des formalités qu'il faut faire à un moment donné, du parcours, des documentations. Là, tu n'as pas une identité, tu n'as pas été immatriculé, donc ce serait difficile pour l'insertion sociale, l'insertion professionnelle, bien que pour les enfants, bien que pour les personnes qui sont à perte de nationalité. Malgré les efforts déployés par l'État pour lutter contre ce fléau, notamment par la ratification de conventions internationales et l'adoption de lois visant à remédier à cette situation, il reste évident que la sensibilisation et l'éducation demeurent des outils indispensables dans cette lutte. La sensibilisation et l'éducation du public peut-elle contribuer à la prévention de l'apatridie? Oui, oui. Et c'est le plus essentiel. Dans le cadre de la sensibilisation, il faut maintenant instaurer un programme pour cette lutte. Bon, bien que le gouvernement a déjà mis en place certaines structures pour la lutte contre l'apatridie, il va falloir maintenant à la communauté, à la population qui sont de la patrie, de mettre encore l'accent sur ça pour ajouter une touche essentielle au travail que fait déjà l'État. Je pense bien que par la communication, des campagnes digitales, comme le slogan le dit, j'existe bilingue. Donc du coup, je pense bien que par là,
la prévention sur l'apatridie serait effective. Plus de 50% de l'activité agricole au Togo est concentrée autour de la culture des céréales. Le maïs est la culture la plus répandue dans le pays. En plus du maïs, le paysan togolais s'adonne également à la culture du riz, du sorgho et du mil. Ces productions ont connu une croissance régulière chaque année au cours des 5 dernières années. En effet, de 2019 à 2023, la production céréalière est passée de 1,26 million de tonnes pour atteindre 1,5 million de tonnes selon les données de la BCEAO. Toutefois, cette production céréalière nationale est essentiellement dédiée à la consommation domestique et pour répondre aux besoins alimentaires internes. Mais malheureusement, il ressort que près de la moitié de la population des zones rurales a des difficultés pour se nourrir. Aussi, malgré cette augmentation de la production, des milliers de personnes se retrouvent toujours en insécurité alimentaire sévère qui est due au nombre de repas par jour et à la qualité du repas. Au Togo, la marche vers le reboisement se fait à grands pas. En 2021, 3 303 000 plants ont été mis en terre sur une superficie de 4 500 hectares et 405 km linéaires. En 2022, c'est 5 207 250 plants qui ont été mis en terre sur une superficie de 8 256 hectares et 1166 km linéaires. Cette progression se constate également en 2023 où 7 89 315 plants ont été mis en terre sur une superficie de 10 376 hectares et 1615 km linéaires. Même si la progression vers le reboisement est grandissante, elle est loin d'atteindre la vision du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Cette ambition du dit ministère est d'atteindre le milliard de plants d'ici 2030 et pour cela, il faut par an mettre en terre 100 millions de plants. Pour faire face à ce retard, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières fait des sensibilisations à travers les régions. Rappelons que le reboisement permet de pallier la déforestation. Cette déforestation qui est à la base des anomalies climatiques et de la destruction de la couche d'ozone. Des centaines de personnes sont descendues dans la rue samedi à Niamey pour soutenir les militaires au pouvoir et demander le départ des forces étrangères du pays. Sont notamment visés les États-Unis qui disposent encore d'une base militaire à Agadez, alors que le 16 mars, les autorités nigériennes dénonçaient l'accord de coopération militaire passé avec Washington. Nous avons demandé le départ des Américains ou de toutes les forces étrangères au Niger et le CNP a pris en compte notre préoccupation. Et donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus pour soutenir et réaffirmer notre soutien au CNSP par rapport à la décision prise. Je crois que nous ne devons pas être victimes de ces menaces. Et si aujourd'hui ça continue, ça veut dire que non, il faut rebeloter, il faut revoir la carte. Et c'est pourquoi cette marche, et c'est l'objectif de la sortie. Nous allons remettre en cause certains accords parce que si l'accord ne profite pas aux Nigériens, je pense que l'accord doit être rompu et suspendu. Les autorités nigériennes n'ont pas encore formellement exigé le départ des forces américaines. Mais l'arrivée des troupes russes dans le pays la semaine dernière semble déjà sonner le glas de la présence américaine. Les Russes seront là dans une coopération gagnante-gagnante. Or que les Américains, on l'a vu, ils étaient là depuis combien d'années? Est-ce que l'insécurité s'était affaiblie? Je dirais non. Or qu'avec les Russes, on a vu tout récemment que voilà, les choses sont en train d'avancer. Adoubées par la rue, les forces russes vont donc supplanter les Américains en dépit de leur investissement dans la formation des forces nigériennes en proie aux exactions des militants liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Ce matin, Aliette s'est rendue dans un atelier d'artistes de Kigali. Elle y amène de vieilles photos de ses parents et de sa sœur, tous trois tués pendant le génocide de 1994. C'est la dernière trace, le dernier souvenir qu'elle conserve. Mes enfants me demandent souvent quand leur grand-mère a été tuée. Ils me posent beaucoup de questions sur ce qui s'est passé avec la famille.
Alors qu'ils puissent voir les dessins à la maison leur permettra de se faire une image de ces personnes, comme ma grande sœur qui a été tuée avant qu'elle ne se marie ou puisse avoir des enfants. Ici travaillent de jeunes artistes du collectif Art for Memories. Ils appellent les Rwandais à leur apporter des photos de leurs proches disparus. Bénévolement, ils les dessinent, réalisent des portraits à partir de documents souvent très abîmés. Durant le génocide contre les Tutsis, les artistes de l'époque utilisaient le dessin pour répandre leur idéologie du génocide contre les Tutsis. Donc aujourd'hui, nous, en tant que jeunes artistes, qui faisons aussi de l'illustration, on a décidé de corriger cela. Comme la plupart des artistes du projet, plus de 70% de la population rwandaise est âgée de 30 ans ou moins. Et ces jeunes gens n'ont pas connu les 100 jours de massacre qui ont ravagé le Rwanda. Avec leur travail et au contact de ceux qui viennent leur confier leurs souvenirs, ils en découvrent de nouvelles facettes. Avant, je pensais que j'en savais plus sur le génocide, jusqu'à ce que je commence ce projet. J'avais visité tellement de mémoriaux, mais je n'avais jamais eu le privilège de parler avec des survivants du génocide, comme ce fut le cas cette année, durant laquelle nous avons aidé les gens à amener leurs photos. Donc j'ai beaucoup appris. Depuis son lancement en avril 2023, le collectif a réalisé environ 450 portraits de victimes. Très peu donc, en regard des quelques 800 000 morts, majoritairement Tutsis. Mais le petit geste a un grand prix pour les rescapés qui pourront entretenir la mémoire de leurs morts, souvent sans sépulture. Il est 1h40 du matin. Le ciel israélien s'embrase. Les sirènes retentissent, appelant tous les habitants à se mettre à l'abri. Des dizaines de drones et de missiles iraniens traversent l'État hébreu. Tsahal affirme que 99% d'entre eux sont interceptés par le dôme de fer, le système de défense antimissile israélien. Comme ici, au-dessus de la mosquée d'Al-Aqsa, la plus grande de Jérusalem. Au total, plus de 300 attaques de drones, de missiles de croisière, capables de parcourir 2000 km, ont été lancées en direction d'Israël, en très grande partie depuis l'Iran, comme on le voit sur ces images. Mais ces alliés terroristes libanais du Hezbollah ont eux aussi tiré des roquettes vers leurs voisins israéliens. Une offensive coordonnée, puisque le Yémen, allié de l'Iran, a également envoyé des drones vers l'État hébreu. Jamais Téhéran n'avait mené une attaque d'une telle ampleur contre son ennemi juré. Une grande partie de la nuit, les états-majors israéliens, américains, mais aussi français et britanniques ont travaillé main dans la main. Une implication militaire française discrète qui a depuis été confirmée par Paris. Grâce à leurs avions de chasse et leurs radars, ces pays ont aidé à intercepter de nombreux drones iraniens avant même de survoler Israël, comme ici en Jordanie, où on aperçoit sur ces images des débris de missiles tombés au sol. Les très rares cibles israéliennes touchées sont des bases militaires. Le bilan humain, lui, fait état d'une fillette israélienne âgée de 7 ans, blessée par des éclats d'obus. Depuis l'offensive venue d'Iran hier soir, plusieurs questions occupent les esprits. D'abord, pourquoi une telle attaque ? La tension monte en fait depuis une dizaine de jours. Le régime de Téhéran accuse Israël d'être à l'origine de ce raid meurtrier, l'attaque d'un bâtiment diplomatique iranien à Damas en Syrie. 16 personnes sont mortes, Israël n'a ni confirmé ni démenti. Mais depuis, l'Iran n'a jamais caché sa volonté de riposter. Paroxysme d'une escalade entre deux pays, deux puissances régionales. Israël reproche à l'Iran de soutenir ses principaux ennemis, comme le Hamas à Gaza, responsable des attentats d'octobre dernier. Dans ce contexte, va-t-on vers un risque d'embrasement ? L'Iran compte en effet plusieurs alliés au Moyen-Orient. La Syrie, l'Irak, mais aussi le Hezbollah au Liban ou les rebelles Houthis au Yémen. Des groupes armés tous soutenus par Téhéran, qui ont d'ailleurs frappé des positions israéliennes la nuit dernière. Ce matin, à l'ONU puis à la télévision, l'état-major iranien dit avoir atteint tous ses objectifs. De notre point de vue, l'opération est terminée. Nous n'avons pas l'intention de la poursuivre. Comment expliquer un tel satisfecit alors que 99% des drones et missiles
ont été interceptés. A priori, personne n'a intérêt à une guerre généralisée, ni Israël, ni l'Iran, ni les États-Unis, ni même toute la communauté internationale. L'Iran a répliqué en disant voilà, l'affaire est close, et la raison voudrait qu'on en reste là. Afin d'éviter une nouvelle escalade, quel rôle peuvent jouer les États-Unis ? Le président Joe Biden a écourté son week-end pour revenir d'urgence à la Maison-Blanche. Il a réaffirmé son soutien à Netanyahou, mais a d'ores et déjà précisé que les États-Unis ne participeraient pas à une offensive militaire contre l'Iran, de peur d'attiser un conflit régional à grande échelle.